Bonjour, M. Ouattara. Bonjour. M. Ouattara, c'est quoi une action sociale? Alors, une action sociale, de façon simple, hein, c'est l'ensemble de moyens par lesquels une société agit sur elle-même, okay, pour soit préserver la cohésion ou soit créer la cohésion, notamment par les dispositifs législatifs, c'est le cas de la CNPS, la CIGRAE, la CINAM et autres qu'on connaît, ou par des actions que l'entreprise organise elle-même en interne. D'accord. On a la définition de l'action sociale. Vous avez parlé de dispositifs législatifs. C'est que cela encadré. Donc, juridiquement, une entreprise a-t-elle le droit de faire des actions sociales? Alors, il y a des actions sociales qui s'imposent à l'entreprise. Okay. Vous avez par exemple la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, okay, qui est un dispositif réglementaire dans lequel on va demander à une entreprise de cotiser pour l'accident de travail, pour les maladies professionnelles, pour préparer la retraite de l'employé. Ça, c'est ce qui est réglementé. Okay. Maintenant, au-delà de ça, ce qui arrive, ce qu'on a l'habitude de voir, les autres actions sociales que l'entreprise organise, c'est pour pouvoir créer le sentiment d'appartenance de ses collaborateurs, pour les motiver et à donner plus que ce qu'ils devaient donner naturellement. Alors, comment faire quand on veut faire une action sociale? On s'entoure de quoi? Quels sont les prérequis? Comment on fait? Alors, ce qu'il faut comprendre dans le monde de l'entreprise, il y a d'abord ce qu'on appelle le contrat d'engagement. Le contrat d'engagement, c'est le contrat qu'on signe pour commencer à travailler. Ça peut être un CDI, ça peut être un CDD. Et il y a ce qu'on appelle le contrat psychologique. Okay? Le contrat psychologique, ce n'est pas ce contrat-là qui est formellement signé, mais c'est un contrat d'engagement entre l'individu, entre la conscience de l'individu et la conscience de son entreprise. Dans ce contrat psychologique-là, l'employeur attend beaucoup plus de l'employé. Il va attendre de l'employé un sentiment d'appartenance. Il va attendre que l'employé considère l'organisation comme la tienne. Il va attendre que l'employé travaille jusqu'à des heures tardives, tant qu'il peut donner, tant qu'il peut permettre à l'entreprise d'être performante. Et l'employé de son côté va attendre de cet employeur-là, qui est exigeant de son côté, il va attendre de cet employeur-là de pouvoir lui mettre à disposition un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément incluses dans le contrat de travail, mais qui a tout son sens en fait, qui va lui permettre de pouvoir faire le sacrifice que l'employeur donne de son côté. Donc ça, c'est un contrat psychologique. Donc moi, de mon côté, je vais dire, OK, je vais accepter de venir travailler peut-être le 25 décembre, ce qui n'est pas normal, mais j'accepte de venir travailler le 25 décembre. Quand je suis sûr que mon employeur va prendre peut-être à 100% mes charges liées peut-être à cette journée-là. Elle va organiser peut-être des arbres de Noël auxquels mes enfants seront conviés, ma femme peut-être sera à une cérémonie. Donc du moment où moi, en tant que père de famille, j'ai tous ces aspects-là qui sont réunis. Mes enfants vont célébrer le Père Noël comme tous les enfants du monde entier. Ma femme va à des cérémonies, à une cérémonie qui réunit tous les collaborateurs, qui réunit les femmes des collaborateurs. Moi, en tant que collaborateur, je me dis, je peux aller travailler pour cette personne-là parce que derrière moi, il assure mes arrières. Tout ce dont j'ai besoin, voilà, tous mes arrières sont assurés, quoi. Et pour assurer ces arrières-là, il faut des prévisions au niveau financier. Alors, le conseil d'administration a-t-il les moyens pour effectuer ces actions-là au cours de l'année? Dans tous les cas, c'est des actions qui ne coûtent pas cher. Tant que c'est budgétisé, on s'est dit, OK, nous le 8 mars, on va célébrer les femmes de notre organisation. Donc, la célébration du 8 mars, pour la célébration des femmes de notre organisation, c'est de pouvoir leur acheter le pagne, le pagne du 8 mars que les femmes des autres organisations qui sont à ce niveau-là portent. Donc on va budgétiser. Je vais dire, même si vous avez 100 femmes dans votre organisation, peut-être pouvoir payer un pagne de 25 000 francs pour toutes les femmes, je ne pense pas que ça soit un budget qui soit aussi important que vous ne pouvez pas supporter. Il y a cet aspect-là. Vous allez vous dire que le 1er mai, c'est la journée du travail, c'est la fête du travail. Donc, pour cette journée-là, je vais organiser peut-être un team building, peut-être à Assini ou à n'importe où, pour permettre à mes employés de se retrouver, de pouvoir partager ces moments-là et d'être fiers de travailler parce que c'est leur jour de travail. Vous allez la budgétiser. Vous allez dire, par exemple, le 7 août, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je vais prévoir un team building, soit le 6 août, soit le 7 août, pour permettre encore à mes employés de se retrouver, jouer peut-être un tournoi, créer la cohésion entre eux. Vous allez dire, par exemple, le 25 décembre, c'est la Noël. Donc, du coup, le 24 décembre, j'organise un arbre de Noël chez moi en interne. J'essaie de trouver... Généralement, quand on le fait chez nous, c'est souvent les RH qui jouent le rôle du Père Noël. On va demander aux collaborateurs... C'est pas plus mal, hein? Je pense que c'est votre rôle à la base. C'est notre rôle à la base. On va demander aux collaborateurs qui ont
de nous envoyer la liste des enfants de moins de... Généralement, quand je le fais pour les enfants de moins de 14 ans, de 0 à 14 ans, ok? Donc, on va leur demander d'envoyer la liste des enfants. Donc, on a le nombre d'enfants qui vont venir. C'est tous les enfants qui sont pris en compte, hein? Tous les enfants des collaborateurs. Mais comme je le dis, on fixe là-bas à 14 ans, ok? Donc, ils vont nous envoyer la liste des enfants. Donc, quand on sait qu'on a affaire à 100 enfants, ok? On va budgétiser les cadeaux des enfants. Tout le monde sait que c'est pas cher. Alors que par derrière, le fait de faire ces gestes-là, où les enfants viennent là où leur père travaille, ils viennent, ils s'amusent, ça a tout son sens en fait. Ça permet à l'enfant de savoir, c'est vrai que chaque matin quand papa se réveille, il va pour ça en fait. Donc souvent même, peut-être pour des petits cadeaux de 5 000, 3 500, l'enfant il est tellement satisfait que par derrière le père il est motivé. Alors le père ou la mère, hein, c'est pas seulement les papas qui travaillent, la mère aussi. Alors Monsieur Zier, ce qui est intéressant, important aussi dans ce que vous dites, c'est le timing. C'est-à-dire parfois un cadeau donné à 1 heure a plus de poids qu'un cadeau donné à 2 heures. Il y a des entreprises qui traînent les pas au dernier moment. Ça c'est un. Et puis de deux, il y a des entreprises qui... Il y a une certaine manière de contenter ses employés. Pas forcément, ça peut être un petit message, ça peut être une attitude, ça peut être le fait de venir avec eux dans les moments clés, tout ça. Voilà. Est-ce que tout doit être formalisé? Bon, il y a le 8 mars, c'est pour les femmes. Il y a la Saint-Valentin. Non, c'est-à-dire ce sont des gestes du quotidien, de petits gestes du quotidien. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'aspect psychologique. Ça, c'est le contrat psychologique. Vous avez des organisations où à chaque fois qu'il y a un cas de, je vais dire, des événements heureux comme malheureux, même si c'est un dimanche, ok, vous allez avoir, au sein des entreprises, il y a des entreprises où, au niveau de la direction des ressources humaines, il y a quelqu'un qui s'occupe de ces aspects-là, ok, qui va se déplacer, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, pour pouvoir aller assister cette famille-là. Et vous, en tant que collaborateur, quand vous recevez un de vos collaborateurs qui travaille pour ces questions-là, qui se déplace le dimanche, venez vous voir peut-être à la naissance de votre enfant, naturellement, ça donne du baume au cœur. Et ça agit sur la productivité. Ça agit sur la productivité parce qu'un tel collaborateur, il est engagé en fait. Il s'est dit, moi je suis dans une organisation où je suis considéré. Ça c'est vraiment les... On a un intérêt pour moi. On a un intérêt commun parce que quand il y a tel événement chez moi, au sein de l'entreprise, il y a quelqu'un qui se déplace. Peut-être qu'il y avait peut-être la levée du corps d'un parent au village et l'entreprise a au moins envoyé une délégation qui s'est déplacée d'Abidjan chez moi peut-être au nord de la Côte d'Ivoire, et ça a tout son sens en fait. Vous vous sentez considéré, et quand ces collaborateurs arrivent et que vous les présentez à vos parents pour dire ça c'est la délégation de mon entreprise qui est venue de là, ils se disent ok, c'est que notre fils qui travaille dans telle ou telle organisation a forcément peut-être une attitude qui est acceptable en fait. Voilà pourquoi pour notre événement, l'entreprise a accepté de faire le déplacement. Voilà, donc ça a tout son sens et ça permet aux collaborateurs de créer ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Ils sont fiers d'y travailler en fait, ils sont fiers de porter les t-shirts de ces entreprises pour se promener dans la rue parce qu'ils savent que à tout moment, quand ils ont besoin de ces collaborateurs-là, ils sont là. Et donc, ça crée vraiment le sentiment de l'appartenance. Et quand le sentiment de l'appartenance est créé, c'est l'entreprise qui gagne par rapport aux collaborateurs. Alors que l'entreprise ne débourse pas forcément de bons sous pour pouvoir bénéficier de cela. Alors, et puis, c'est vrai que ce genre d'actions-là ont une portée assez élargie parce que ça participe même à la cohésion entre les différents agents, d'où un esprit d'unicité pour atteindre l'objectif commun. Vous avez parlé de ces actions-là en fonction d'argent qui n'est pas forcément conséquent. Cela n'a pas trait à la taille de l'entreprise, parce qu'une petite start-up qui vient de commencer, comment contenter ses 2-3 employés? Oui, je veux dire, les start-up ont tout un intérêt à le faire, parce que pour pouvoir grandir, c'est des sacrifices qu'il faut faire. Parce que vous êtes une start-up, vous avez 5 collaborateurs. Bon, si moi je suis une multinationale, j'ai 1000 collaborateurs. Un alloco-party, c'est bon. Voilà, donc un alloco-party. Parce que quel que soit le lieu, vous allez vouloir organiser un team building, les collaborateurs vont venir. Chaque modèle est adapté à une entreprise en fonction de sa taille. Voilà. Si Marcelin a son entreprise et qu'il a les moyens d'aller faire un team building à l'hôtel Ivoire, s'il va le faire, je vais dire, n'importe où, peut-être à Djamé, c'est tout un exemple. Hein. Ses collaborateurs vont dire, mais avec tous les moyens qu'on a, là où on est parti faire il faut que ce soit en adéquation. Il faut que ça soit en adéquation. Oui. Par contre, une entreprise, une start-up qui a peut-être 5 collaborateurs qui viennent commencer, qui n'a pas les moyens, si ces derniers-là va faire un team building, peut-être dans un lieu pareil, il n'y a pas de souci. On accepte parce qu'on sait que ça, c'est vraiment un effort. Par contre, M. Zier, je ne suis pas totalement d'accord parce que je peux faire un team building dans un endroit improbable qui n'a rien à voir avec la taille de mon entreprise, mais le plus important, c'est l'intensité et la sincérité. Le patron peut dire, bon, aujourd'hui, on va à Djamé, même si on travaille on va dans un glo-glo de, je sais pas, de n'importe quel coin, mais on va ensemble. C'est-à-dire, je veux vous montrer qu'on peut aller partout ensemble. On peut quitter notre zone de confort. C'est ça aussi qui est important. Voilà pourquoi je parle de l'aspect psychologique. C'est vraiment psychologique, en fait.
ça peut se faire, je vais dire, dans ce cadre-là. Pour dire, l'idée pour nous aujourd'hui d'aller à Djamé, c'est peut-être pour créer de la cohésion. Ça peut être basé sur un exercice, en fait. L'idée de l'exercice, c'est pour dire, OK, quittons dans notre confort, allons affronter la réalité des gens de ces milieux-là. Ça nous permet peut-être de pouvoir retenir des leçons. Ça peut être à Djamé, à Cocody, ça peut être n'importe où, parce qu'il y a des endroits tout partout. Ça, c'est vraiment un aspect psychologique, en fait. Mais en même temps, un team building, une entreprise d'organiser un team building, une entreprise qui a les moyens d'organiser un team building à Assini, si par, je vais dire, les employés sentent que c'est parce qu'elle n'a pas envie de faire des efforts, qu'elle est venue pouvoir, je vais dire, économiser et ne pas dépenser assez, et qu'elle est venue organiser le team building dans ces conditions-là, forcément, ces mêmes employés-là vont critiquer ce team building-là. Parce qu'ils savent que psychologiquement, l'entreprise avait les moyens de faire plus, mais il a fait parce que, peut-être que je vais dire, dans ce qui se disait de bouche à oreille, c'est que l'entreprise n'avait pas envie de faire des efforts, pour ça elle n'avait pas envie de le faire, elle a été forcée, donc elle est partie juste le faire pour pouvoir s'en débarrasser. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment un aspect psychologique. Quand on a les moyens de faire un team building, à la dimension de son capital, notre organisation, il faut y aller. Et c'est là que ça impacte. Okay. Quand vous le faites au-dessous de vos moyens, également, sachez que par derrière, au lieu que les employés apprécient, c'est les mêmes employés qui vont critiquer l'action que vous avez. Alors que votre objectif, en faisant cette action-là, c'était pour pouvoir créer, c'était pour mieux rapprocher, créer de la cohésion, en fait. Tout part de l'esprit dans lequel on veut mener cette activité-là. Alors, l'employeur est-il obligé ou il impose ces activités-là à son employé? L'employeur n'est ni obligé. Okay. L'employeur, c'est vraiment des styles de management. Hein. C'est des styles de management. C'est fait pour créer de la cohésion. L'obligation que l'employeur a sont les actions sociales qui sont imposées par voie réglementaire. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire te dit, chez moi, quand tu ouvres une entreprise, tu dois avoir un numéro CNPS, tu dois pouvoir déclarer tes collaborateurs à la CNPS. Les collaborateurs cotisent pour eux à la CNPS à hauteur de 6,6% au titre de la retraite. Toi, tu dois pouvoir cotiser pour eux autour de 7,7% également au titre de la retraite. Maintenant, vous avez des entreprises qui vont dire, OK, au-delà des 14% que les employeurs cumulent, cotisent pour au niveau de la CNPS, moi, en tant qu'employeur, OK, je souscris à une assurance pour mes collaborateurs que je vais appeler assurance retraite complémentaire, OK, à un taux, voilà. Donc, on va déterminer ce taux-là pour dire, OK, c'est vrai que vous cotisez 14%. Auprès de l'État, ça m'a été imposé. Mais moi, je veux que vous ayez une retraite plus paisible. OK. Ouais. Donc, moi, je décide, OK, de souscrire à des assurances pour vous, où vous allez cotiser, où je vais cotiser à hauteur de 20% de votre rémunération pour vous permettre d'avoir vraiment des retraites. Donc, si vous êtes dans une organisation comme ça, vous avez, je vais dire, cette retraite complémentaire, c'est sûr que si une autre organisation vient vous voir pour dire qu'il veut vous débaucher, ça va faire partie de vos discussions. Vous allez dire, bon, moi, chez moi ici, j'ai l'assurance retraite complémentaire, peut-être j'ai l'assurance santé, OK, l'assurance maladie, en fait, et autres à hauteur de 80%, 100%. En fait, donc, ça permet de blinder son employé, surtout quand il est bon, ça permet de sécuriser aussi. Parce que les actions sociales dont on parle là, c'est vrai, hein, c'est bien, ça fait plaisir, mais derrière, ça agit sur la productivité, puis ça protège. Alors, question cash. Dites-moi. À quel moment on dit qu'un patron est gentil? Parce que tout ça, là, tout ce qu'on dit là, ça nous amène là-bas. Parce qu'il y a des patrons qui peuvent t'envoyer à la Mecque, ou t'envoyer à Lourdes, ou t'envoyer en Israël. Mais il y a d'autres patrons aussi qu'on ne voit jamais. Et puis à un moment comme ça, ils viennent faire une action de grande envergure. Est-ce que ça... On dira même de façade. Est-ce que ça rattrape tout? Personnellement, je dirais que... Un patron gentil, c'est comment à l'année? Impliqué. Un patron gentil. L'employé en tant qu'employé n'a pas besoin d'un patron gentil. Ça, je vais développer cette thèse-là. On a besoin qu'un employeur fasse l'essentiel, ce dont on a besoin. Parce que la problématique avec les employeurs gentils, les patrons gentils, ils ont un système de management qu'on appelle le système de management paternaliste. OK, le gars, je vais dire, tu as ta femme qui a accouché, il va venir à ton baptême, il va venir te donner 200 000, 500 000 pour pouvoir te faire plaisir. Alors qu'il a la possibilité, alors que toi tu as un salaire peut-être qui est minime,
dont tu as besoin, tu réclames pendant les années de l'augmentation, une révalorisation. Il ne fait pas cette réévaluation-là, mais à chaque moment, il se pointe à tes cérémonies et il y a des actions dispersées. Voilà, il vient faire ces actions-là. Et l'idée de ces patrons par derrière, c'est que tout le monde dit que ces patrons, il est gentil, il a fait ceci pour cette personne, il a envoyé en Israël, il a envoyé à la Mecque, alors que le mec a besoin d'avoir les moyens lui-même. Pas déclaré. Il y a des patrons alors que vous n'êtes même pas déclaré. Les employeurs ne sont même pas déclarés. Le préalable n'est pas acquis. Le préalable n'est pas acquis. Et ces patrons-là, en fait, quand tu le fais généralement, c'est de pouvoir dire un jour que c'est du tapage. En fait, c'est pouvoir dire que j'ai fait ceci pour celui. Tout ce qu'il est, c'est grâce à moi. Alors que l'employé n'a pas besoin de ça. L'employeur a besoin que tu ailles à l'essentiel, que tu fasses des révalorisations de son salaire. Peut-être tu l'évalues chaque fin d'année. C'est de ça qu'il a besoin en fait. C'est pas besoin de lui donner à chaque moment 100 000 francs pour ça. L'employé n'a pas besoin de ça. Donc un bon employé ou un bon patron, c'est un patron qui a, je vais dire, un planning de développement de ses collaborateurs. Où je sais que Marco me connaît ou pas, ok, il sait que je suis au sein de son organe. Tant que je fais mon travail, chaque 2 ans, Marco va revaloriser mon salaire. Marco va s'arranger de telle sorte que je puisse avoir une carrière. Un profil de carrière bien défini. C'est de ça que Marco a besoin en fait. Mais Marco n'a pas besoin que les week-ends, je viens chez lui, je fais semblant de donner 20 000 francs aux enfants, donner 20 000 francs à madame. Non, on n'a pas besoin en fait. On a besoin d'être concentré, on a besoin d'avoir un profil de carrière pour pouvoir évoluer. En tout cas, les actions sociales ont une portée diverse et diversifiée dans le cœur des employés. L'employeur doit s'acquitter de cela avec une prévision, voilà, sur le long terme et beaucoup anticiper aussi parce que des actions qui viennent comme ça au pif, au dépourvu, elles n'ont pas forcément l'effet qu'on escompte. C'est ça. Voilà. Merci en tout tout cas. Monsieur. En tout cas, on espère que tous les patrons qui nous regardent, au-delà de ce qu'on a dit, hein, il y a le côté juridique, la base maintenant à côté de temps en temps. Descendez dans la mêlée. Et puis en même temps blinder le côté juridique pour ne pas qu'il y ait la saignée dans les entreprises. Bien évidemment. Alors, on va souhaiter donc une belle fête à tous les agents ou enfants des agents de la RTI qui vont célébrer bientôt, dans quelques heures, l'App de Noël organisée par la direction générale. Merci. Mention spéciale aux techniciens. Ah oui, franchement, pour ce qui s'est passé ce week-end-là, depuis jeudi, avec l'arrivée du président français, on a donné de notre personne. Il faut le dire. Merci en tout cas, chers collègues. La RTI, chaîne d'utilité publique, comme Matin Bonheur, émission d'utilité publique. À demain.